L'année 1587 marque un tournant décisif dans les guerres de religion qui déchirent la France depuis plus de 25 ans. Le royaume est divisé entre catholiques et protestants, chaque camp cherchant à imposer sa vision de la France. Au cœur de ce conflit se trouve Henri de Navarre, chef du parti protestant et héritier légitime du trône de France. Bien que protestant, il représente l'espoir d'une réunification pour de nombreux Français. Face à lui, le roi Henri III, catholique mais considéré comme trop faible par les extrémistes de son propre camp, notamment la Ligue catholique menée par le duc de Guise. C'est dans ce contexte tendu que la bataille de Coutras va se jouer, un affrontement qui démontrera le génie militaire d'Henri de Navarre et changera durablement le cours de la guerre. La France de 1587 est un pays exsangue. Depuis le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, les tensions entre catholiques et protestants n'ont cessé de s'intensifier. Henri III, monté sur le trône en 1574, peine à maintenir l'autorité royale face aux deux camps qui s'affrontent. D'un côté, les protestants, ou huguenots, principalement concentrés dans le sud-ouest du royaume, sont menés par Henri de Navarre, roi de Navarre et premier prince du sang. De l'autre, les catholiques radicaux de la Sainte Ligue, dirigés par la puissante famille de Guise, cherchent à éliminer l'hérésie protestante et à placer un de leurs membres sur le trône. Henri de Navarre, cousin éloigné du roi, est l'héritier présomptif du trône de France selon la loi salique. Cette position le rend à la fois indispensable et menaçant pour le pouvoir royal. Catholique de naissance, il a été contraint d'abjurer pour devenir protestant afin de pouvoir régner sur son royaume de Navarre et prendre la tête du parti huguenot. Sa conversion lui a valu l'inimitié des catholiques intransigeants, mais aussi le respect de nombreux modérés qui voient en lui un homme capable de dépasser les clivages religieux. Le roi Henri III, quant à lui, est dans une position délicate. Il doit composer avec la pression de la Ligue catholique qui l'accuse de trop de tolérance envers les protestants, tout en essayant de maintenir un équilibre précaire entre les deux camps. En 1587, il décide de prendre les armes contre Henri de Navarre, espérant ainsi prouver sa détermination catholique et affaiblir son principal rival politique. Henri de Navarre, futur Henri IV, n'est alors âgé que de 34 ans, mais il a déjà acquis une solide expérience militaire. Formé aux arts de la guerre par son oncle, le prince de Condé, il s'est distingué lors de plusieurs batailles, notamment à Jarnac en 1569 et à Moncontour la même année. Son charisme personnel et sa capacité à rassembler les troupes en font un chef respecté de ses soldats. Contrairement à beaucoup de nobles de son époque, il partage les conditions de vie de ses hommes, mangeant et dormant avec eux, ce qui lui vaut une loyauté sans faille. Face à lui, le duc Anne de Joyeuse, âgé de seulement 21 ans, incarne tout ce que la noblesse catholique a de plus brillant. Favori du roi Henri III, il a été nommé amiral de France à seulement 20 ans. Beau, riche et ambitieux, il représente l'espoir du camp catholique de mettre fin à la menace protestante. Cependant, son jeune âge et son manque d'expérience militaire réelle constituent un handicap face au routinier Henri de Navarre. Les deux hommes commandent des armées de composition différentes. Celle d'Henri de Navarre est principalement composée de soldats expérimentés, souvent des huguenots endurcis par des années de guérilla. Bien que numériquement inférieure, elle bénéficie d'une meilleure cohésion et d'un moral plus élevé. L'armée royale, en revanche, est plus nombreuse mais moins homogène, comprenant des contingents de diverses origines, souvent peu habitués à combattre ensemble. Au début de l'année 1587, Henri de Navarre se trouve dans une position précaire. Ses forces sont dispersées dans le sud-ouest de la France et il doit faire face à plusieurs menaces simultanées. Le roi Henri III a mobilisé deux armées pour l'encercler, l'une commandée par le duc de Joyeuse au nord, l'autre par le duc de Mercœur à l'ouest. Face à cette supériorité numérique, Henri adopte une stratégie de guérilla, évitant les batailles rangées et cherchant à épuiser ses adversaires par des mouvements rapides. Au cours de l'été 1587, Henri parvient à réunir environ 8000 hommes, principalement des cavaliers et des arquebusiers. Son objectif est de franchir la Dordogne pour rejoindre ses terres du Béarn. Mais il doit d'abord affronter l'armée de Joyeuse qui le poursuit. Le 19 octobre, il arrive près de Coutras, une petite ville d'Aquitaine, et décide de tendre une embuscade à l'armée royale qui le suit de près. Le terrain autour de Coutras offre des avantages tactiques considérables.
La plaine est entourée de bois et de marais, ce qui limite les possibilités de manœuvre pour une armée nombreuse. Henri fait occuper les positions clés par ses arquebusiers et prépare ses cavaliers pour une charge décisive. Il sait que la victoire dépendra de sa capacité à utiliser au mieux le terrain et à surprendre son adversaire. Pendant ce temps, le duc de Joyeuse progresse avec une armée estimée entre 11 000 et 15 000 hommes. Confiant dans sa supériorité numérique, il ne se méfie pas suffisamment des ruses d'Henri de Navarre. Ses troupes sont fatiguées par des semaines de poursuites dans un pays difficile et leur discipline laisse à désirer. Joyeuse, désireux de remporter une victoire éclatante qui renforcerait sa position à la cour, pousse ses hommes sans tenir compte de leur état. L'armée royale est principalement composée de régiments de lansquenets allemands, de chevaux légers italiens et de contingents français. Ces unités, bien que redoutables sur le papier, manquent de cohésion. Les officiers supérieurs, souvent plus soucieux de leur prestige que de l'efficacité militaire, se disputent les places d'honneur dans la formation de bataille. Cette rivalité intestine affaiblit considérablement le commandement. Le 19 octobre au soir, Joyeuse établit son camp à quelques kilomètres de Coutras, convaincu d'avoir enfin piégé Henri de Navarre. Il prévoit d'attaquer le lendemain matin, espérant profiter de l'effet de surprise pour écraser l'armée protestante avant qu'elle ne puisse se réorganiser. Cependant, il ignore qu'Henri a été informé de ses mouvements et a préparé une réception qui changera le cours de la bataille. La nuit du 19 au 20 octobre est particulièrement agitée dans les deux camps. Du côté protestant, Henri de Navarre passe en revue ses troupes, inspectant les positions et donnant ses dernières instructions. Il sait que la bataille du lendemain sera décisive, non seulement pour l'issue de la campagne, mais aussi pour l'avenir du parti protestant en France. Malgré la pression, il maintient son calme habituel, partageant une galette avec ses soldats et plaisantant sur les chances de victoire. Dans le camp royal, l'atmosphère est plus tendue. Joyeuse, certain de sa supériorité, organise un grand dîner pour ses officiers, où le vin coule à flot. Cette confiance excessive se révèle être une erreur fatale, car de nombreux soldats et officiers se couchent ivres, peu préparés pour le combat à venir. De plus, les consignes de sécurité sont négligées, permettant aux éclaireurs d'Henri de Navarre de se déplacer librement et de rapporter des informations précieuses sur la disposition des troupes royales. Pendant la nuit, Henri prend une décision cruciale. Il ordonne à ses artilleurs de placer leurs pièces sur les hauteurs dominant la plaine où l'armée royale devra nécessairement passer. Cette manœuvre, réalisée dans le plus grand secret, donnera aux protestants un avantage décisif au début de la bataille. À l'aube, tout est prêt pour l'affrontement qui va décider du sort de la France. Le 20 octobre 1587, le jour se lève sur une atmosphère lourde et humide. Dans le camp protestant, les soldats sont déjà en formation depuis plusieurs heures. Henri de Navarre, monté sur son cheval blanc, inspecte une dernière fois ses troupes. Il a disposé son armée de manière astucieuse. Au centre, l'infanterie et les arquebusiers, protégés par des chariots formant une barricade. Sur les ailes, la cavalerie, prête à charger dès que l'occasion se présentera. Du côté royal, le réveil est difficile. Beaucoup de soldats souffrent de la gueule de bois et il faut du temps pour qu'ils se forment en ordre de bataille. Joyeuse, impatient de commencer, pousse ses hommes à avancer rapidement sans leur laisser le temps de se préparer correctement. Vers 9 heures du matin, l'armée royale commence à se déployer sur la plaine de Coutras, ignorant qu'elle marche droit dans un piège habilement préparé. Les premières heures de la matinée sont consacrées aux manœuvres de positionnement. Chaque camp ajuste ses lignes, cherchant à prendre l'avantage avant le début des hostilités. Les officiers protestants, expérimentés et disciplinés, exécutent rapidement les ordres d'Henri, tandis que du côté royal, la coordination laisse à désirer, les différentes unités ayant du mal à trouver leur place dans la formation de bataille. La bataille commence vers 10 heures du matin, lorsque l'artillerie protestante ouvre le feu sur les avant-gardes royales. Prises par surprise, les troupes de Joyeuse essuient des pertes importantes avant même d'avoir pu engager le combat. Cette salve initiale désorganise les premières lignes royales et crée une confusion dont Henri de Navarre va habilement profiter. Face à cette attaque inattendue, Joyeuse ordonne à sa cavalerie de charger pour neutraliser les canons protestants. Cependant, le terrain marécageux ralentit considérablement la progression des chevaux, les exposant au feu des arquebusiers huguenots. Les premiers cavaliers tombent
créant un obstacle supplémentaire pour ceux qui suivent. La charge, mal coordonnée, s'enlise rapidement. Pendant ce temps, Henri de Navarre observe attentivement le déroulement des opérations. Il laisse l'armée royale s'épuiser dans des attaques frontales désespérées, conservant ses réserves pour le moment décisif. Il sait que la victoire dépendra de sa capacité à choisir le bon moment pour engager ses troupes d'élite, notamment sa cavalerie lourde commandée par le fidèle Turenne. Après plus d'une heure de combats acharnés, la situation semble encore indécise. L'armée royale, malgré ses pertes, parvient à maintenir une pression constante sur les lignes protestantes. C'est à ce moment qu'Henri de Navarre décide d'intervenir personnellement. Il rassemble ses cavaliers les plus expérimentés et, à leur tête, charge le centre de l'armée royale où se trouve Joyeuse. La charge est dévastatrice. Surpris par cette attaque soudaine, les soldats royaux cèdent sous le choc. Joyeuse, blessée au début de l'assaut, tente de rallier ses troupes, mais en vain. La panique gagne les rangs royaux et la discipline vole en éclats. Les lansquenets allemands, pourtant réputés pour leur courage, sont les premiers à fuir, suivis par le reste de l'infanterie. Henri de Navarre, reconnaissable à son panache blanc, se porte au cœur de la mêlée, encourageant ses hommes et montrant l'exemple. Sa bravoure galvanise les troupes protestantes qui repoussent l'ennemi sur toute la ligne. La cavalerie royale, isolée et encerclée, est anéantie. Joyeuse, capturée après une résistance acharnée, est exécutée sur le champ par un soldat protestant qui ne l'a pas reconnue. La mort de Joyeuse sonne le glas de l'armée royale. Privée de son commandant, elle se désintègre rapidement. Les soldats fuient dans toutes les directions, poursuivis par les cavaliers protestants qui en font un terrible carnage. Les archives de l'époque mentionnent des chiffres effroyables. Près de 2000 morts du côté royal contre seulement une cinquantaine chez les protestants. La fuite des troupes royales est rendue encore plus difficile par le terrain marécageux qui entoure la plaine de Coutras. Beaucoup de soldats s'enfoncent dans les bourbiers et y trouvent la mort. D'autres, tentant de traverser la rivière Isle, sont emportés par le courant ou abattus par les arquebusiers protestants postés sur les rives. La déroute est totale. Henri de Navarre, conscient du danger de poursuivre trop loin l'ennemi dans un terrain inconnu, ordonne à ses cavaliers de regrouper les prisonniers plutôt que de continuer la poursuite. Cette décision, bien que critiquée par certains de ses officiers avides de vengeance, lui permet de consolider sa victoire et d'éviter les accidents qui pourraient survenir dans la confusion d'une poursuite désorganisée. La bataille de Coutras s'achève par une victoire écrasante des forces protestantes. Outre la mort du duc de Joyeuse, les catholiques ont perdu de nombreux nobles de haut rang, ainsi que plusieurs milliers de soldats. Les protestants, en revanche, n'ont subi que des pertes minimes, ce qui témoigne de la supériorité de leur tactique et de leur discipline. Henri de Navarre s'empare d'un butin considérable, incluant les canons de l'armée royale, les bagages et les trésors de guerre. Plus important encore, il capture de nombreux nobles catholiques qu'il pourra utiliser comme monnaie d'échange dans les négociations à venir. Cette victoire renforce considérablement sa position politique et militaire dans le sud-ouest de la France. La nouvelle de la défaite se propage rapidement dans tout le royaume, provoquant la consternation dans le camp catholique et l'enthousiasme chez les protestants. À Paris, le roi Henri III doit faire face à la colère de la Ligue catholique qui l'accuse d'incompétence. Dans le camp protestant, Henri de Navarre est acclamé comme le sauveur de la cause huguenote, renforçant son autorité sur ses troupes et son prestige auprès de la population. La victoire de Coutras a des répercussions immédiates sur l'équilibre politique du royaume. Henri de Navarre, renforcé par ce succès militaire, se positionne comme un prétendant sérieux au trône de France. Il utilise sa victoire pour négocier avec le roi Henri III, exigeant la reconnaissance de ses droits et la fin des persécutions contre les protestants. Du côté catholique, la défaite provoque une crise de leadership. La mort de Joyeuse, l'un des favoris du roi, affaiblit considérablement la position d'Henri III à la cour. La Ligue catholique, menée par le duc de Guise, en profite pour accroître son influence, critiquant ouvertement la politique royale qu'elle juge trop tolérante envers les protestants. Dans les semaines qui suivent la bataille, plusieurs villes du sud-ouest de la France se rallient à Henri de Navarre, reconnaissant son autorité de fait. Cette expansion territoriale lui donne les ressources nécessaires pour poursuivre la guerre et renforce sa légitimité en tant que chef du parti protestant. Cependant, il doit faire face à de nouvelles menaces.
notamment l'armée du duc de Mercœur qui continue d'opérer dans l'ouest de la France. Après sa victoire éclatante, Henri de Navarre ne se repose pas sur ses lauriers. Il comprend que Coutras n'est qu'une étape dans un long conflit qui déterminera l'avenir de la France. Il met à profit l'hiver 1587 à 1588 pour réorganiser ses forces, renforcer ses positions et préparer la campagne à venir. Sur le plan militaire, Henri s'efforce de professionnaliser son armée. Il crée des unités permanentes, établit des standards d'entraînement et améliore la logistique. Il comprend que la victoire dépendra de sa capacité à maintenir des forces disciplinées et bien équipées, capables de faire face aux armées royales qui bénéficient de ressources plus importantes. Sur le plan politique, Henri cherche à élargir sa base de soutien au-delà du seul camp protestant. Il noue des contacts avec des catholiques modérés, les persuadant que son objectif n'est pas d'imposer le protestantisme par la force, mais de garantir la liberté de conscience pour tous. Cette stratégie de modération, bien que critiquée par les extrémistes des deux camps, se révèle payante à long terme. La nouvelle de la défaite de Coutras parvient à Henri III alors qu'il se trouve à Blois. Le roi est profondément affecté par cette nouvelle, non seulement parce qu'elle affaiblit sa position militaire, mais aussi parce qu'elle renforce son rival principal, Henri de Navarre. Sa réaction initiale est de chercher des boucs émissaires, accusant certains de ses officiers d'incompétence ou de trahison. Cependant, Henri III comprend rapidement qu'il doit prendre des mesures plus radicales pour restaurer son autorité. Il décide de convoquer les États généraux à Blois, espérant ainsi rassembler le soutien de la nation contre la menace protestante. Il entreprend également de renforcer son alliance avec la Ligue catholique, malgré sa méfiance envers le duc de Guise, qu'il considère comme un rival potentiel. Sur le plan militaire, le roi nomme de nouveaux commandants pour remplacer ceux tombés à Coutras. Il cherche à reconstituer une armée capable de faire face à Henri de Navarre, tout en sachant que cette tâche sera difficile et coûteuse. La défaite de Coutras a non seulement causé des pertes humaines importantes, mais aussi un préjudice moral considérable qui affecte le recrutement et la motivation des soldats. La bataille de Coutras marque un tournant dans les guerres de religion. Jusqu'alors, les protestants étaient principalement sur la défensive, cherchant à survivre face à la supériorité numérique et politique des catholiques. Avec cette victoire, Henri de Navarre démontre que les forces protestantes sont capables de remporter des victoires décisives en terrain ouvert, changeant ainsi la nature du conflit. Sur le plan stratégique, Coutras permet aux protestants de reprendre l'initiative. Henri de Navarre peut désormais passer d'une posture défensive à une stratégie offensive, cherchant non seulement à protéger ses bastions, mais aussi à étendre son influence sur de nouvelles régions. Cette dynamique modifie durablement l'équilibre des forces dans le royaume. Sur le plan psychologique, la victoire de Coutras a un impact considérable. Elle brise le mythe de l'invincibilité de l'armée royale et renforce le moral des troupes protestantes. Pour de nombreux catholiques modérés, elle suggère que la victoire totale d'un camp sur l'autre est peu probable, renforçant ainsi l'idée qu'une solution négociée est nécessaire pour mettre fin au conflit. La bataille de Coutras est étudiée par les militaires de toute l'Europe pour les leçons tactiques qu'elle offre. Henri de Navarre y démontre une maîtrise exceptionnelle de l'art de la guerre, combinant l'utilisation judicieuse du terrain, la coordination des différentes armes et le choix du moment opportun pour engager ses réserves. L'une des leçons principales de Coutras est l'importance de la supériorité qualitative sur la supériorité numérique. L'armée d'Henri de Navarre, bien que moins nombreuse, était composée de soldats expérimentés, bien entraînés et hautement motivés. Cette qualité a permis de compenser l'infériorité numérique et de remporter une victoire décisive. Une autre leçon concerne l'utilisation de l'artillerie. En plaçant ses canons sur les hauteurs, Henri a pu dominer le champ de bataille et désorganiser l'ennemi avant même le début des combats rapprochés. Cette utilisation stratégique de l'artillerie préfigure les évolutions tactiques des siècles suivants, où l'artillerie jouera un rôle de plus en plus prépondérant sur les champs de bataille. La bataille de Coutras révèle plusieurs aspects essentiels de la personnalité d'Henri de Navarre qui façonneront son règne futur. D'abord, son courage personnel. En menant la charge décisive au cœur de la bataille, il montre qu'il n'hésite pas à partager les dangers de ses soldats, gagnant ainsi leur respect et leur dévouement. Ensuite, sa capacité à prendre des décisions rapides et judicieuses sous pression.
Tout au long de la bataille, Henri fait preuve d'un sang-froid remarquable, analysant la situation et adaptant sa stratégie en fonction des événements. Cette qualité sera essentielle lorsqu'il devra gouverner un royaume divisé et faire face à des crises multiples. Enfin, sa modération dans la victoire, en ordonnant à ses troupes d'épargner les prisonniers et en évitant les massacres inutiles, il montre une humanité rare à une époque où les combats se terminaient souvent par des carnages. Cette modération contribuera à sa légende de roi juste et bienveillant, soucieux du bien-être de tous ses sujets, quelle que soit leur religion. La victoire de Coutras a des répercussions qui dépassent les frontières du royaume de France. En Europe, où les tensions religieuses sont également vives, elle est interprétée comme un signe de la montée en puissance du protestantisme. Les princes protestants d'Allemagne et les Pays-Bas en révolte contre l'Espagne y voient un encouragement pour leur propre cause. En Angleterre, la reine Élisabeth Ier, qui soutient discrètement les protestants français, renforce son aide à Henri de Navarre, lui fournissant des fonds et des conseillers militaires. Cette aide, bien que limitée, joue un rôle important dans la capacité d'Henri à poursuivre la guerre contre les forces royales. En Espagne, en revanche, la nouvelle de Coutras est accueillie avec préoccupation. Le roi Philippe II, défenseur acharné du catholicisme, craint que la victoire protestante en France n'encourage les hérésies dans d'autres régions d'Europe. Il renforce son soutien à la Ligue catholique française, préparant ainsi une intervention plus directe dans les affaires françaises dans les années à venir. La bataille de Coutras a occupé une place importante dans l'historiographie française, souvent interprétée de manière différente selon les époques et les sensibilités politiques. Pour les historiens protestants des XVIe et XVIIe siècles, elle représente une manifestation de la protection divine envers les églises réformées et une preuve de la légitimité de la cause d'Henri de Navarre. À l'inverse, les historiens catholiques de la même période tendent à minimiser l'importance de la défaite, l'attribuant à des circonstances exceptionnelles ou à des erreurs tactiques du duc de Joyeuse plutôt qu'à la supériorité militaire d'Henri de Navarre. Cette interprétation permet de préserver l'idée de la supériorité morale et militaire du camp catholique. À partir du XIXe siècle, avec le développement de l'historiographie laïque, la bataille de Coutras est étudiée principalement sous l'angle de son importance militaire et politique. Les historiens comme Jules Michelet mettent en avant le génie tactique d'Henri de Navarre et l'impact de la victoire sur la consolidation de l'État monarchique français, indépendamment des considérations religieuses. Aujourd'hui, le site de la bataille de Coutras conserve peu de traces visibles de l'affrontement de 1587. La plaine où s'est déroulé le combat est principalement consacrée à l'agriculture et le développement urbain de la ville moderne a modifié considérablement le paysage. Cependant, plusieurs monuments et plaques commémoratives rappellent l'événement. Le plus important de ces monuments est une stèle érigée en 1987, à l'occasion du 4e centenaire de la bataille. Elle se dresse près de l'ancien champ de bataille et porte une inscription rappelant la victoire d'Henri de Navarre. Chaque année, une cérémonie commémorative y rassemble des descendants des combattants des deux camps, ainsi que des historiens et des passionnés de cette période. La ville de Coutras abrite également un petit musée qui présente des objets découverts sur le site de la bataille, ainsi que des documents et des illustrations relatant l'événement. Bien que modeste, ce musée contribue à préserver la mémoire de cet affrontement qui a joué un rôle crucial dans l'histoire de France. La bataille de Coutras, bien que survenue dans un contexte de guerre religieuse, a contribué de manière inattendue à la construction de l'identité nationale française. En démontrant que les Français, qu'ils soient catholiques ou protestants, pouvaient s'affronter avec courage et détermination, elle a mis en évidence la nécessité de dépasser les clivages religieux pour préserver l'unité du royaume. Henri de Navarre lui-même, après son accession au trône sous le nom d'Henri IV, utilisera l'expérience de Coutras pour promouvoir une politique de réconciliation. En 1598, en promulguant l'édit de Nantes, il offrira aux protestants des droits et des libertés qui mettront fin, pour un temps, aux guerres de religion. Cette décision, bien que critiquée par les extrémistes des deux camps, sera fondatrice de la conception française de la tolérance religieuse. La mémoire de Coutras a ainsi évolué au fil des siècles, passant du symbole d'une victoire religieuse à celui d'une étape essentielle dans la construction d'un État-nation capable de dépasser les divisions pour préserver son unité.
Cette évolution reflète les transformations profondes de la société française et de sa conception de la tolérance et de la laïcité. Plus de 4 siècles après la bataille de Coutras, son héritage continue d'influencer la mémoire collective française. Cet affrontement, qui a vu la victoire du futur Henri IV sur les troupes royales, représente bien plus qu'un simple épisode militaire des guerres de religion. Il incarne un moment crucial où le destin de la France a basculé, ouvrant la voie à l'accession au trône d'un roi qui allait redéfinir la monarchie française. La victoire de Coutras a démontré le génie militaire et politique d'Henri de Navarre, qualités essentielles qui lui permettront plus tard de surmonter les obstacles et d'unifier un royaume déchiré. Sa capacité à transformer une victoire militaire en avantage politique, sa modération dans le triomphe et sa vision d'une France dépassant les clivages religieux sont autant de leçons qui continuent de résonner aujourd'hui. En racontant l'histoire de cette bataille, nous ne commémorons pas seulement un événement militaire, mais nous rendons hommage à une vision de la France où, malgré les différences et les conflits, l'unité nationale prévaut. C'est peut-être là le véritable héritage de Coutras. Un rappel que même dans les moments les plus sombres de notre histoire, le courage, la modération et la vision politique peuvent ouvrir la voie à la réconciliation et à l'unité.